Merci d'être là aujourd'hui. On a donc le grand plaisir d'accueillir Fabrice Aubert, donc, qui est économiste, qui va donc nous présenter sa vision donc, de la réforme des retraites, de la contre-réforme des retraites. Je remercie aussi Dany Bruet d'avoir voilà, facilité la mise en contact. Quand on a discuté avec l'intersyndicale voilà, d'un événement qu'on pourrait organiser, c'est Corinne Hérault, donc de la CGT, qui a pensé à Fabrice. Et évidemment, on a trouvé que c'était une bonne idée, donc on est très heureux de l'accueillir, même si je précise, il me l'a bien dit avant de venir, que lui, évidemment, il s'est exprimé au nom d'aucune organisation, qu'il a une parole complètement libre, et donc on est très heureux de pouvoir écouter. Donc l'idée, c'est que Fabrice puisse nous présenter donc sa vision des choses pendant une vingtaine de minutes à peu près, 25 minutes, et ensuite qu'on garde du temps pour les échanges, qu'on puisse voilà, lui poser des questions, réagir sur ses propos. Voilà, je crois que j'ai pas grand-chose à ajouter pour le moment. Donc moi, je me suis pas présenté, hein, Christophe Demarque, donc là, je m'exprime au nom de l'intersyndicale de l'UFR, qui est donc organisatrice de l'événement, et moi-même syndiqué à Sud Éducation. Voilà, je passe la parole à Fabrice pour une vingtaine de minutes et à tout à l'heure pour les échanges. Merci. Oui, bonjour. J'espère que tout le monde m'entend. Je voulais d'abord vous remercier pour l'invitation que vous m'avez faite, d'autant plus que vous ne le savez pas, mais c'est mon ancienne université qui est ici, parce que j'ai été étudiant pendant quelques années à l'université de Leyde, puis après à l'université de sciences économiques. Pour aborder les retraites, je souhaite le faire sous le regard amical de Ambroise Croizat, qui fut ministre communiste du Travail dans le cadre du gouvernement du Conseil national de la résistance, parce que c'est comme ça que les choses doivent être dites. Et il a écrit ceci: « La retraite ne doit plus être l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. » Et on peut dire qu'avec la réforme actuelle, on se retrouve exactement devant le même type de questionnement social et sociétal. Est-ce que la retraite, c'était l'intitulé que je vous ai proposé? Est-ce que la retraite, c'est un coût ou un investissement de la société pour elle-même? Alors j'ai fait un plan, j'espère que je vais tenir dans les 20 minutes, que j'ai intitulé « La réforme des retraites, boîte noire d'un crash planifié », qui comprend deux parties. Première partie, le problème, ce n'est pas la retraite, le problème, c'est le capitalisme. Deuxième partie, la retraite, un investissement de la société pour elle-même, pas pour le CAC 40. Un mot du titre, j'étais en train de travailler ce plan tout en regardant un film français qui s'appelle Boîte Noire. Boîte Noire, c'est l'histoire d'un ingénieur du BEA, Bureau Enquête Accident, qui est missionné pour essayer de comprendre les raisons d'un crash d'avion. Et il travaille sur la boîte noire. Les premières pistes lui tendent l'idée qu'il s'agit d'un attentat terroriste islamiste, évidemment. Et puis, il y a des choses qui ne vont pas, donc il creuse un peu, comme tout chercheur. Et il se rend compte que la boîte noire qu'on lui a donnée ne correspond pas à la boîte noire de l'accident. Donc il va chercher la vraie boîte noire et il va enfin comprendre les vraies causes de l'accident. Il en meurt. Il en meurt. Et je pense que pour ce qui concerne la retraite, quand on écoute les médias au quotidien, ce que je fais tous les jours, avec assiduité, c'est exactement ça. C'est-à-dire on nous donne un système d'information qui ne correspond en rien à l'analyse effective et réelle du système de retraite en France. Donc ma première partie, le problème ce n'est pas la retraite, le problème c'est le capitalisme. Alors le capitalisme, ce n'est pas un gros mot, hein. C'est la définition d'un système économique fondé sur l'exploitation du travail du fait d'un rapport de propriété privée. Ouais, je ne fais pas le grand diable, je dis voilà, c'est un système économique. En fait, la raison de la retraite, et j'aimerais que tout le monde le comprenne, c'est que le système de retraite français est le plus compétitif au monde. Le temps passé à la retraite chez nous est de 23 ans. C'est le pays qui a le temps de retraite le plus élevé au monde. Ça devrait d'ailleurs, du fait de ce résultat, être l'exemple pour l'ensemble du monde.
Mais dans la réalité, pourquoi le système veut le casser? Parce que le capitalisme ne peut pas accepter qu'au cœur de son système en décomposition, ça soit un système communiste, je dis bien système communiste, je ne peux pas parler de PCF là, système communiste, qui soit plus performant que le capitalisme lui-même. Je veux dire en termes d'efficience sociale. Alors, le point qu'on nous répète en permanence, c'est la dette prévisible. 12 à 17 milliards en 2027. Alors, on parle d'ailleurs de déficit prévisible, parce que le capitalisme, enfin, le gouvernement du capitalisme, parle toujours de prévision. Je voudrais vous faire réfléchir sur ce concept. Les prévisions, c'est comme les prévisions météo. C'est du court terme, et encore, on n'est pas sûr. Les prévisions, c'est le concept utilisé par le libéralisme pour justifier les évolutions du marché auxquelles la société doit s'adapter en permanence. À l'opposé de ça, vous avez la planification. La planification, c'est quand des politiques se fixent un objectif, par exemple, faire en sorte que chaque Français ait droit à l'énergie au même prix pour tout le monde, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec la privatisation rampante, eh ben, c'est un objectif planifié. Et on se fixe et on se donne les moyens d'y arriver. Vous voyez la différence? Prévision, c'est l'outil du capitalisme pour justifier les adaptations permanentes aux exigences du marché. Alors la dette. La dette, toujours la dette. Mais ce mot, il est fait pour vous culpabiliser. Ou la dette, ou le coût du travail, le coût du service public, le coût salarial, etc., etc. Ça vise à vous faire baisser les yeux, à vous culpabiliser. En réalité, si on regarde les chiffres, j'entendais encore ce matin, Total Energy a fait 20 milliards de profits. 26 a augmenté de 67% ses bénéfices. Les dividendes, c'est 80 milliards d'euros. On ne peut pas en prendre 10. Vous voyez que si on cherche, on le fera peut-être tout à l'heure dans les échanges, parce que je n'ai pas envie de vous inonder de chiffres, de l'argent, il y en a. Il faut juste aller le chercher là où il existe. Mais la dette répétée en permanence renvoie en fait à des comédies de Molière. Harpagon, ma cassette. Où est passée ma cassette? Où ils ont volé ma cassette? Et le capitalisme, c'est en permanence la glande lacrymale qui est mise en avant pour pleurer sur l'argent nécessaire. Vous connaissez tous le proverbe, quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses de la rage. Eh bien, avec le mot dette, c'est la même chose. Quand tu veux restructurer une entreprise, tu lui construis comptablement une dette. Quand tu veux restructurer un service public, tu lui construis comptablement un déficit ou une dette. Quand tu veux restructurer les retraites, tu lui construis comptablement un déficit ou une dette. Il n'y a pas de dette pour les retraites, il y a ce que, pour ma part, j'appelle, et c'est une inversion de regard, un besoin de financement. Vous voyez que dès lors que l'on dit besoin de financement, on ne se situe plus dans quelque chose dont on dépend, une dette qui serait lourde à porter, mais on se situe dans l'outil politique à construire pour faire en sorte qu'on trouve les moyens de financement en vue de répondre aux besoins sociaux. C'est une inversion complète du regard. C'est la même chose que Galilée avec ses lunettes, observant le fait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Le ratio démographique, alors là on nous bassine aussi, mais c'est vraiment lamentable. Alors on nous dit il y a 20 ans, il y avait 4 cotisants pour un retraité, aujourd'hui on serait à 1,7 et dans l'avenir on serait à 1,2. Et alors, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Parce que dans le même temps, il faut que je retrouve mon papier, évidemment. En même temps, si on était resté à données constantes, je suis d'accord. Mais à côté, les choses ont bougé. Et notamment la productivité du travail. En 1979, chaque actif produisait 25 000 euros. En 2022, 80 000 euros par actif. Donc, si on ne tient pas compte de la productivité qui a augmenté, on ne comprend rien au système. La France est 5 fois plus riche en 2023
qu'en 1983, quand la retraite à 60 ans a été instaurée. Dans le même temps, la population n'a pas augmenté de 5 fois, en fait, même pas doublé. Donc de fait, avec 5 fois plus de richesses produites, on devrait voir une hausse de revenus tant des salariés que des retraités. Si tel n'est pas le cas, c'est qu'une minorité s'accapare les richesses créées, expliquant aussi les pauvretés et les précarités. Deuxième exemple pour faire comprendre. Et la productivité du con, c'est un vieux proverbe paysan. Il y a 40 ans, nous avions environ 1 million de paysans. Et ce million de paysans permettait de nourrir entre 45 et 50 millions d'habitants. Alors aujourd'hui, il n'y a plus que 100 000 paysans, peut-être moins, pour une population de 65 millions d'habitants. Si on appliquait le raisonnement qu'ils appliquent à la retraite sur les cotisants, donc de retraités, on devrait tous mourir de faim. Tel n'est pas le cas. Pourquoi ? La productivité. Il n'y a pas d'autre mystère. Ce n'est pas la main invisible. C'est juste que le travail productif en France a triplé, quadruplé. Et que donc, il n'y a pas de problème de financement. Il est possible, mais par contre, ça pose la question d'une autre répartition des richesses. Tromperie, déformation et mensonge. J'appelle ça les PPM. Les petits propagandistes du marché qui s'appellent journalistes. Alors, je suis tombé sur un graphique publié par M. Pujadas qui s'intitule « Taux d'emploi des 55-64 ans », où l'on voit, c'est incontestable, depuis les années 2000 à peu près, le taux d'emploi des 55-64 ans progressait jusqu'à 56%. Et, dans le cadre de leur fameuse émission, les faits, rien que les faits, la dame nous dit, plus on recule l'âge légal de la retraite et plus le taux d'activité augmente, et pas de raison que cela se modifie. Ce qui signifie qu'en augmentant le nombre d'années de cotisation et en décalant l'âge légal, on devrait assister dans les années qui viennent à une augmentation du taux d'activité. Je dis mensonge. Mensonge, tromperie. Pourquoi ? Il faut essayer d'être rigoureux et scientifique. Quand on prend la catégorie du taux d'emploi des 55-64 ans, cela recouvre en fait 2 catégories d'âge. Les 55-59 ans et les 60 ans, 64 ans. Et il faut aller regarder du côté de l'INSEE pour se rendre compte que si le taux d'activité entre 55 et 59 ans est au-dessus de 80%, dès lors que l'on franchit la barre des 60 ans, il tombe à 32%, expliquant le taux moyen. Le taux moyen ne fait donc que masquer une réalité physique qui fait qu'au-delà de 60 ans, les entreprises licencient. D'où tout le discours sur le name and shame, sur les entreprises qui licencieraient au-delà de 60 ans. Mais c'est ridicule. La deuxième remarque, et qui prouve à quel point c'est du mensonge, c'est que cette moyenne recouvre tous les statuts et ne distingue pas ce qui est du statut privé de ce qui est du statut public. En fait, l'augmentation de l'âge moyen du taux d'activité, c'est du fait que les fonctionnaires ne sont pas en CDI et ne peuvent pas être licenciés. Et donc, eux, comme je suis fonctionnaire, j'ai été obligé d'aller jusqu'à au-delà de 62 ans. Vous comprenez ? Cette moyenne est une moyenne entre ceux du secteur privé, qui sont licenciés au-delà de 60 ans, et ceux du secteur public, du service public, qui, eux, sont obligés d'aller jusqu'au bout de leur mission. Vous voyez, je suis clair, moi. Je tortille pas. Bon. Deuxième graphique qui a été produit l'autre jour, c'est les heures travaillées par habitant qui seraient les plus faibles au monde. Mais les heures travaillées par habitant, je vous fais remarquer, ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut regarder, c'est les heures travaillées par actif. Et là, on se rend compte, lorsqu'on prend la réalité du marché du travail, j'en ai fait un papier d'une 20aine de pages pour le démontrer, lorsqu'on prend la réalité effective du marché du travail, le nombre d'heures travaillées en France est supérieur au nombre d'heures travaillées en Allemagne. D'accord ?
Troisième point, et j'y insiste. J'ai entendu l'autre jour, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Voilà que maintenant, ils ramènent les dépenses de la sécurité, l'investissement dans la sécurité sociale et les retraites comme étant des dépenses publiques. Alors que je le rappelle, ce qu'on appelle dépenses publiques, et je parle souvent de contrôle, il faut un impôt pour parler de dépenses publiques. Or, que ce soit la sécurité sociale ou la retraite, ce ne sont pas des impôts. Ce sont des cotisations sociales. Alors pourquoi, excusez-moi, je vais être violent, pourquoi c'est pourri? Parce qu'ils ont économiquement tort. Je viens de vous le montrer, des cotisations sociales, ce n'est pas l'impôt. Et ils ont juridiquement raison. Parce que depuis qu'avec Juppé, on a eu la réforme qui oblige l'Assemblée nationale à voter dans un texte législatif les dépenses, entre guillemets, de sécurité sociale et de retraite, de fait, ça en devient un texte budgétaire. Et devenant un texte budgétaire, on peut alors le raccrocher au fait que ça fait partie des dépenses publiques. Mais vous voyez bien l'ambiguïté, puisque ce n'est pas un impôt. À tel point d'ailleurs que... simplement, je n'ai pas mes lunettes, donc je ne vais pas pouvoir lire tout à l'heure. Deuxième partie. Est-ce que j'ai été clair? Tout va bien? Si vous avez des questions, vous... Ma deuxième partie. La retraite, un investissement de la société pour elle-même, pas pour le CAC 40. Retraite ou pleine activité sociale. Sachez que les retraites aujourd'hui, c'est 340 milliards d'euros. J'affirme, je vous l'ai déjà montré, ce n'est pas un coût. Mais cette retraite, elle est quelque chose de magnifique. Je dis que la retraite, c'est le plus vilain des mots pour décrire la plus belle des choses. Quand ta pleine activité sociale ne se fait plus au service du profit privé, des dividendes et des patrons, mais pour tes enfants, ta famille, ton village, association et les commerces de ton village et tes petits-enfants. Je viens d'être grand-père. Un retraité n'est pas mis en retraite comme une machine ou au rebut, mais se situe en pleine activité sociale. Plus de 40% des présidents d'associations sont des retraités en bonne santé. Toute une partie de la vie sociale de notre pays dépend de l'activité des retraités. La retraite, 340 milliards d'euros, nourrit les villages comme la rivière nourrit le lit de tous ces alluvions, prestations retraite. La retraite n'est pas un coût, mais un investissement de la société pour elle-même, pas pour le CAC 40. Si vous voulez, on peut dire que la retraite, ce sont des flux financiers sociaux permanents qui vont directement des cotisants vers les retraités sans passer par la case banque ou assurance. Et on pourrait prendre une image. C'est l'image du barrage hydroélectrique. Vous voyez comment ça fonctionne un barrage hydroélectrique? On prend de l'eau en amont, qu'on capte dans des tuyaux. Les tuyaux font fonctionner une turbine qui produit de l'électricité et qui est rejetée dans le fleuve, permettant en plus des tas d'activités paysannes, la pêche artisanale, et puis les activités de tourisme, pensez au Verdon en aval. En fait, c'est ça. Et 98% des 340 milliards se retrouvent dans la vie sociale. Vous doutez, je vais vous donner un exemple, qui écologiquement ne marche pas, mais qui économiquement va vous éclairer. Est-ce que vous vous rappelez du nuage islandais qui a bouché le ciel d'Europe, voire du monde? À l'époque, on a appris qu'il y avait 300 000 Français qui étaient bloqués à l'étranger. 300 000 ? Mais qui c'était? Alors, vous retirez les 10 000 businessmen, ok. Vous retirez les 90 000 Français qui n'ont pas d'enfants et qui sont en vacances hors période scolaire. Il en reste quand même 200 000. Qui c'est ces 200 000? Ces 200 000, ce sont des retraités en bonne santé ayant suffisamment de moyens financiers pour découvrir le monde, chose qu'ils n'ont pas pu faire au moment où ils étaient en activité dépendante du profit. 200 000 sur 300 000, ça veut dire que 2 sièges sur 3 des Airbus sont occupés par des retraités en bonne santé ayant les revenus suffisants. Mais sur un terme macroéconomique, ça veut dire que 2 Airbus sur 3 conçus
produits et vendus en France le sont du fait des retraités en bonne santé et ayant les revenus financiers. Donc en fait, on voit bien que la retraite, ça ne coûte pas. C'est un flux financier qui permet de nourrir toute la société. Je donne un autre exemple. Vous connaissez tous l'entreprise Sanofi. Vous savez qu'elle est devenue le numéro 2 mondial de la pharmacologie mondiale. Pourquoi? Ce n'est pas Sanofi qui a fait Sanofi. C'est la sécurité sociale qui, prenant en charge l'ensemble des dépenses de santé, et notamment les médicaments, a permis la recherche et le développement de Sanofi, devenu le numéro 2 mondial de la pharmacologie mondiale. Troisième remarque, troisième exemple. Les congés payés. Ce sont les congés payés qui font le tourisme. Et on n'a jamais vu le tourisme faire les congés payés. Comme on n'a jamais vu Sanofi faire la sécurité sociale. Donc en fait, nous sommes tous victimes depuis 40 ans d'un théorème, qui est le théorème de Helmut Schmidt, chancelier allemand du début des années 70, qui disait « Les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain qui feront les emplois d'après-demain ». Et dont on voit les résultats, parce que les profits, oui, les investissements, non, et les emplois, je t'en parle même pas. C'est la précarité absolue. En fait, il faut inverser le regard. En économie, je suis économiste, et j'ai été formé à l'université ici, et de manière classique, Marx, 2 heures sur 3 ans, d'accord? Bon. La réalité, c'est quoi? C'est que c'est le social qui tire l'économie. On l'a vu pour Sanofi, on l'a vu pour Airbus, c'est les retraités qui tirent Airbus, et on l'a vu pour les congés payés qui tirent le tourisme. Donc c'est le social qui tire. Et en fait, je vous propose un autre théorème que j'appelle le théorème Fabrice-Aubert, pas de modestie. Les salaires d'aujourd'hui font les investissements de demain qui feront... Non, excusez-moi. Les salaires d'aujourd'hui nourrissent le développement et réduisent les déficits en répondant aux besoins des populations. Voilà un autre théorème qui ne pourra jamais être démontré faux tant qu'on ne l'appliquera pas, au contraire du théorème de Schmitt. Dernier point pour mon introduction, je soutiens toutes les revendications des différentes organisations, et notamment le fait qu'il faut avoir la retraite à 60 ans avec 37,5 bonnes annuités. Mais ceci n'est pas une revendication, c'est juste un retour à 1983, c'est-à-dire l'année où nous avions obtenu la retraite à 60 ans avec 37,5 bonnes annuités. Je vais plus loin et je m'inspire de ce qu'a fait le sociologue Bernard Friot en proposant le salaire à vie. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une diminution de la retraite au moment où on part en retraite, il explique qu'en fait, on doit avoir un salaire à vie. Car le salaire correspond à la qualification de la personne. Et ce n'est pas parce que je suis en retraite que je perds ma qualification. La meilleure preuve, enfin, à moins que je n'ai pas été très bon dans mon intervention, mais je suis en retraite depuis le 1er février, je n'ai pas eu l'impression de perdre quelque chose en termes de qualification économique. Donc, attacher à la personne la qualification et le salaire à vie permettrait de régler l'ensemble des problèmes sociaux, tant des salaires d'ailleurs que des cotisations sociales, donc des retraites. Ouverture. Depuis Spartacus, ce sont les luttes sociales solidaires qui permettent la démocratie de l'émancipation. L'insurrection est le droit inaliénable des peuples de la République. Rappelez-vous la phrase de Robespierre face aux tyrans. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Chers amis, chers camarades, citoyennes et citoyens, étudiantes et étudiants, même si vous n'êtes pas très nombreux, j'attire votre attention sur cette phrase que je ne cesse de dire depuis quelques années. Cela fait plus de 30 ans que l'on nous demande de baisser les yeux et nos neurones sur la pointe de nos souliers. Et à force de baisser les yeux sur nos pieds, nous n'avons pu y voir pousser que les chaînes de l'esclavage et de l'ubérisation sociale du capitalisme mondialisé. C'est en levant les yeux
et en regardant l'horizon de l'émancipation humaine que l'on embrase de l'avenir. Résistance. Non, j'ai rien à dire, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça d'ailleurs je dis que la retraite est un investissement de la société pour elle-même. Et qu'il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le capitalisme. Il n'y en a pas d'autre. Et un capitalisme qui veut tout s'accaparer. J'ai lu en 2017 le livre qui s'appelait Révolution de M. Macron, parce que, bah oui, mais si tu ne connais pas bien ton adversaire, hein, vieux proverbe chinois. Donc, je l'ai lu. Il faut savoir que, par exemple, pour l'éducation, il disait, alors l'éducation, notamment supérieure, il précisait que le savoir était une marchandise et que donc on devait privatiser l'université. C'est écrit noir sur blanc. Mais qui lit ces livres? Parce que quand vous lisez les livres de l'adversaire, pour essayer de comprendre quels sont les objectifs, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Hein. Vous comprenez tout. Hein. Pourquoi? Alors, j'ai dit sur l'éducation, mais on prendrait l'hôpital. Dans quel désastre on est? Il y a 20 ans, la France était classée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, comme le premier système de santé au monde. Vous savez où on en est aujourd'hui? 24e rang. Ça vous explique que le fait qu'on n'ait plus de masques, qu'on n'ait plus d'aspirine, qu'on n'ait plus de... On n'a plus rien. Tout a été massacré. Et je le dis aux jeunes, parce que, jeunes étudiants, écoutez-moi. Quand moi j'ai commencé à travailler, dans les années 80, 80% des emplois du secteur privé, c'était du CDI. Aujourd'hui, c'est l'inverse. 80% des offres d'emploi sont hors CDI. Si je prends une photo côte à côte de la société dans laquelle j'ai vécu dans les années 80 et celle d'aujourd'hui, pour moi qui ai milité plus de 40 ans dans ma vie, c'est un désastre. Un désastre. Quel monde je laisse à mes enfants? Quel monde je laisse à mes petits-enfants? Et quand on vous dit que la réforme, c'est d'éloigner l'âge de la retraite à 64 ans, ce sont des menteurs. Des menteurs. Et je vais vous dire pourquoi. J'en suis la preuve vivante. Né 1958. Premier salaire 1978. Premier trimestre cotisé 1981. J'ai été fonctionnaire. Hein. J'ai été obligé de travailler jusqu'à 64 ans et demi. C'est-à-dire la retraite à 64 ans, c'est déjà maintenant. Donc pour vous, avec ce qu'ils vous font, ce qu'ils vous préparent comme sauce, c'est pas 64 ans. Ils le savent. C'est 67 ans parce que vous avez deux choses. Vous avez la date légale qui va être reculée à 64 ans et vous avez le nombre de trimestres cotisés ou d'annuités qui est aussi reculé, application de la loi Touraine, social-démocrate de... Hein, celle-là, je ne te dis pas comment je l'ai dans mon cœur. Mais voilà la réalité. Si vous ne vous bougez pas maintenant, c'est pas 64, c'est 67 ans et plus. Et le tout accaparé par les marchés financiers. Parce que ce qu'ils veulent, c'est introduire un schisme entre les catégories sociales les plus élevées de la population et les catégories prolétaires, pour aller vite. Hein? Il y aura un régime de retraite fixe, stable pour tout le monde, et au-dessus, forte incitation pour les catégories les plus élevées en termes de salaire d'aller vers la capitalisation. Et si une partie de la population va vers la capitalisation, ça introduit un schisme, une rupture entre les différents citoyens. Car ceux qui vont aller cotiser en banque par capitalisation refuseront de voir leur cotisation augmenter pour les retraites. On crée la zizanie au sein du peuple. Le chaos, c'est lui, l'émancipation, c'est nous. Désolé pour ma passion, hein, mais bon, on ne me refera pas.
Oui, Anne. Moi, j'ai une question sur comment taxer les profits. Parce que à chaque fois que je discute avec des gens de droite, on me dit mais d'un côté il y a les États et de l'autre il y a des entreprises. C'est le discours que je reçois, c'est pas le discours que je reçois. Et de l'autre côté il y a des entreprises multinationales qui de toute façon ne sont affiliées à aucun État et donc elles sont hors législation. Et il n'y aura aucune législation mondiale parce qu'on voit bien que jamais tous les États au monde ne. Alors, et ça, à chaque fois, ça me met très en colère, et le nombre de fois où je l'ai entendu, alors il ne faut pas qu'elles quittent la France quand même, les entreprises. Hein. On s'en fout. Les entreprises n'appartiennent pas au capital. Les entreprises appartiennent à ceux qui produisent des richesses. Et ceux qui produisent des richesses, c'est le monde du travail, c'est-à-dire les salariés, aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis pour le maintien du salariat, le salariat étant, pour Marx, une des formes de l'exploitation du capital. Je suis pour le travail libéré. Vous savez qu'il avait deux définitions pour le communisme, Marx. Et pas... Je ne vous parle pas de... Je ne fais pas du BFM Marx, là, je vous fais du Marx authentique. Le communisme, c'est le mouvement réel qui abolit l'état existant des choses. Donc vous voyez, ce n'est pas le tout État, ce n'est pas le tout nationalisation. Et il avait comme perception, non pas une société étatique, puisqu'il percevait dans l'État la preuve de la lutte des classes. L'État étant un outil au service du capital pour organiser la société en fonction des intérêts et en fonction du rapport de force. Donc il percevait le communisme comme étant une association de libres producteurs, où en définitive, c'est depuis la loi Le Chapelier de 1791 qu'a été cassé les métiers et le travail et les corporations qui avaient déjà commencé à travailler en interne sur des systèmes de solidarité, et notamment pour les retraites, puisqu'à un moment donné, les artisans eux-mêmes devenaient anciens, et ils avaient bien commencé par comprendre qu'il fallait essayer de voir comment les anciens pouvaient continuer à vivre. Donc les premiers régimes de solidarité, ce sont les corporations. Et la première chose que fait le capitalisme, dans le cadre de la Révolution française 1791, c'est de casser les corporations. Et en cassant les corporations, on crée le prolétariat, c'est-à-dire l'ouvrier, le prolétaire dit libre, mais en fait dépendant, puisqu'obligé de vendre sa force de travail sur les marchés. Alors j'en reviens à ton idée. D'abord, premièrement... Non, ce que tu as dit, j'entends bien. C'est pas un procès que je te fais, crois-moi. Donc cette idée que... vous voyez, moi je me suis inspiré d'Albert Einstein pour définir l'entreprise. Pour moi, l'entreprise, c'est un espace-temps humain créateur de richesse. Albert Einstein passe d'espace-temps, espace-temps humain créateur de richesse. À qui appartiennent ces richesses? À ceux qui produisent des richesses dans l'espace-temps humain, c'est-à-dire au sein de l'entreprise. On nous a en fait dépossédés de nos richesses, des richesses produites par le travail humain, qu'ils soient intellectuels ou manuels. Hein. Les deux sont profondément liés. Mais, deuxième remarque. Rappelez-vous les affaires Panama Papers, Pandora Papers et compagnie, dans laquelle d'ailleurs un certain Zelensky a été pris les mains dans les poches. Qu'ont fait les gouvernements? À force de scandales, ils ont enfin décidé d'établir une taxation mondiale sur les profits des multinationales, dont les GAFAM, États-Unis compris. Donc, moi je dis, au vu de ce qui se passe, ce n'est que sous la pression des peuples que les gouvernements prennent les décisions qui vont en faveur des besoins du peuple. Robespierre a une phrase là-dessus, allez la chercher, il dit « Le peuple ne demande que le nécessaire. Le pillage est la source des riches. » Cherchez, hein, ce n'est pas la phrase exacte, mais il a une expression qui est assez magnifique. Prenez pas Robespierre sanguinaire, prenez Robespierre, celui qui a permis en 2 ans de sauver la France de tous les problèmes de l'époque. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Donc si on veut, on peut taxer, et si les patrons partent, eh bien qu'ils partent, on trouvera des patrons moins chers. Et puis, faut-il des patrons?
On a de plus en plus la démonstration dans ce qu'on appelle le fonctionnement réel du travail. Je ne sais pas s'il y a des professeurs qui travaillent sur cette question du travail, mais on sent que le collectif ouvrier, c'est celui qui est le mieux organisé pour répondre aux défis du travail. C'est lui qui règle les problèmes du travail. Ce n'est pas le capital. Le capital, il n'est jamais là. Hein. Il est dans les tours du business, mais il n'est jamais sur le travail. Il n'est jamais dans le travail. Et de plus, alors je sors un peu de la thématique, mais ce n'est pas grave parce que c'est intéressant. Allez voir ce que veut dire management. Alors, management, ce n'est pas un terme anglo-saxon, ça vient de maneggiare, qui est un terme italien. Et maneggiare, ça voulait dire faire tourner les chevaux dans un cirque. Et évidemment, c'était pour les dresser, à coups de fouet. Si vous appliquez management à l'entreprise, c'est faire tourner les salariés autour du profit à coups de fouet. C'est ça ce qui signifie management. D'où tous les burn-out, souffrance au travail, suicide sur les postes de travail. Et je vais vous dire, j'ai été 25 ans au placard, je sais ce que c'est. Hein. Je peux vous en parler. Voilà, je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu. Il y a aussi cette question la financiarisation, c'est devenu un système parallèle. En fait, ça n'a aucun lien avec le travail. Alors, dis pas que la financiarisation est un système parallèle. La financiarisation est au cœur du capitalisme actuel. Quand Marx a décrit le capitalisme, il montrait que l'entreprise, c'était le support à la production, quand il faisait A, M, M', A', pour les intimes. C'est-à-dire comment A' de l'argent était le résultat d'un cycle d'accumulation qui passait par la création d'entreprises, la production de biens matériels et la vente de biens matériels permettant de récupérer A'. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Les entreprises ne financent pas l'investissement s'ils ne sont pas sûrs de récupérer du profit. Donc j'ai écrit il y a plus de 40 ans un document où j'explique, mais j'ai vu après que Marx avait vu aussi, que c'est en fait A', c'est-à-dire comment transformer de l'argent en plus d'argent, qui est la logique boursière et des marchés financiers, et qu'après c'est M', c'est-à-dire le produit fini, quel produit fini M' va me permettre de récupérer A'. Et je ne mets A, mon argent investi, que si je suis sûr de récupérer A'. Prenez un exemple simple. Et M, la production, est renvoyée en bout de chaîne et entre parenthèses, d'où la massification des emplois précaires. Prenez un exemple. Quand vous achetiez une voiture auparavant, la voiture a été produite à Renault-Flin ou Sandouville, hein, dans l'usine. Et tout était produit dans l'usine. Le moteur, les pièces de fonderie, les pneus, les volants, etc. etc. D'où le nombre d'ouvriers qui étaient massés dans l'usine. Et vous alliez chez votre concessionnaire et vous récupériez votre voiture. Aujourd'hui, comment vous faites ? Vous allez chez le concessionnaire qui va vous montrer un papier glacé sur lequel vous allez choisir votre modèle il n'est pas produit. On va vous faire un bon de commande, et c'est le bon de commande signé avec en plus un chèque que vous déposez en préachat, qui va donner l'ordre de production à l'usine. Vous voyez bien que la production est renvoyée en bout de chaîne. Donc on n'est plus dans le capitalisme industriel tel que décrit par Karl Marx, mais dans un capitalisme financiarisé où la finance est d'abord en amont et s'impose à toute la société. Et si la finance s'impose à toute la société, il est évident que toute la société ne peut être que précarisée, expliquant la massification du précariat. Ça n'existe pas, ça, la naïveté. Est-ce que vous parlez de productivité pour justifier le fait qu'on peut financer les retraites et comme argument aussi que les retraités consomment et donc sont des acteurs économiques aussi. Et dans la société actuelle avec la crise économique et sociétale, enfin, moi j'ai la croyance qu'il faudrait consommer moins et donc aussi peut-être produire moins. Est-ce que, j'imagine que c'est possible d'avoir un modèle où ça c'est compatible, mais parce que du coup dans ce que vous dites, j'ai l'impression qu'il faut quand même accepter finalement le capitalisme, de toute façon ça continuera comme ça, et que, enfin voilà, comment c'est tout ça, c'est compatible.
Alors, si je vous ai donné cette impression, j'en suis désolé. Je suis pour une rupture complète de système. Sachez que je dépendais de la métropole de Marseille, je peux en parler maintenant, et que toutes les années l'été, j'y allais en vélo. Et là, comme j'ai 64 ans, je me suis acheté un vélo assistance électrique et j'y allais en vélo assistance électrique. Donc je suis pour un système économique qui se repose les bonnes questions. Ce n'est pas de produire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, et en quantité de pollution, mais d'essayer d'abord de répondre aux besoins des peuples. Les besoins des peuples, c'est quoi? C'est d'abord se loger, se vêtir, se nourrir, s'éduquer, se cultiver, faire l'amour dans de bonnes conditions. Voilà, ce sont les besoins essentiels. Et il faut, en fait, le rôle de l'économie, enfin d'une économie humaine, c'est de faire en sorte que l'économie s'adapte à ces besoins. Alors qu'en ce moment, on cherche à adapter l'homme aux besoins de profit. Pas aux besoins, aux nécessités de profit et aux logiques d'accumulation. Marx écrit « accumuler, accumuler, c'est la loi et les prophètes ». Vous n'aurez jamais de politique écologique dans le cadre du capitalisme. Marx a écrit, ce fut le premier écologiste au monde. Il a écrit « Le capital épuise autant l'homme que la nature ». 1848. Ça vous va? Donc, en effet, tu as entièrement raison. Il faut tout reprendre. Du sol au plafond, de la cave au plafond. Il faut tout reprendre. Mais, comment dirais-je, le problème, regarde combien on est. Sur une question comme ça, aujourd'hui, on devrait avoir un amphi bondé. Et ça devrait intéresser les jeunes. Ma grand-mère disait, comme tu fais ton lit, tu te couches le soir. Et comme tu fais ton lit, le matin. C'est-à-dire, la retraite, ce n'est pas une histoire de vieux. C'est une histoire comment je conçois la société. Rappelez-vous que les retraites, avant qu'elles n'existent sous la forme de ce que j'appelle les flux financiers sociaux, c'était autre chose quand le monde était paysan. Les parents faisaient beaucoup d'enfants, pourquoi? C'était leur retraite. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils étaient usés du travail des champs, ils s'occupaient juste de la basse-cour, des poules et du repas, et c'était les enfants qui avaient été fabriqués pour ça, je suis désolé de le dire, mais il faut être matériel, qui prenaient la relève au champ. Ça faisait la retraite. Qu'est-ce qu'a fait la société, qu'est-ce qu'a fait Ambroise Croizat avec le fait qu'on a eu une baisse de l'activité agricole et une montée des activités ouvrières, industrielles? C'est qu'il a juste transformé en flux financiers sociaux ce qui était une solidarité familiale. Et on l'a organisé, c'est-à-dire, j'ai encore utilisé un gros mot, mais je suis sûr qu'on va être d'accord, on l'a socialisé. Les retraites, c'est de la socialisation des solidarités humaines, pas plus que ça. Et c'est ça qu'ils veulent détruire, parce qu'ils ne veulent plus d'humanité solidaire. Ils visent jusqu'à détruire l'humain qui est au fond de nous. Je ne sais pas si... Je voudrais terminer par un texte que j'ai écrit, parce que j'ai le gros défaut d'être aussi poète et troubadour. Mais on continue le débat, mais je vais vous le dire avant, ça prendra 4-5 minutes. D'accord. Oui, après on fera quelques annonces dans un livre, et puis je vous donnerai aussi des informations ce week-end. Donc on peut prendre encore au moins une question, et puis s'il y en a encore une après, voilà, et puis comme ça ensuite on laissera Fabrice nous lire son texte. Je t'en prie, vas-y, tu as la parole. J'entends pas.
Je n'ai pas de réponse à ta question, si ce n'est que moi j'ai adhéré à la jeunesse communiste, j'avais 14 ans, le Parti communiste j'avais 16 ans. Dès que je suis rentré à l'université, j'ai pris ma carte à l'UNEF, j'ai été vice-président étudiant, je me suis battu toute ma vie, et dès que je suis rentré à l'entreprise, dès que je suis rentré en activité professionnelle, au service public, j'étais content. J'ai pris ma carte à la CGT. J'ai été mis au placard pour activité syndicale et politique. Donc, si tu veux, j'en ai pris plein la tête toute ma vie. Moi, j'ai une phrase. Hein. Celui qui ne se bat pas est sûr de perdre. Celui qui se bat a une petite chance de gagner. Et je me rappelle mon histoire, c'est-à-dire qu'on n'a jamais rien obtenu dans l'histoire humaine, sans lutte sociale, lutte de classe. Il faut se rappeler 1936, 1944, 1968, 1995 et même 2005 qu'on a réussi à faire reculer le pouvoir sur le CPE, contrat première embauche. Bon. Voilà la mémoire que j'ai. Mais je vais vous alerter encore plus, les jeunes. Vous avez intérêt à vous méfier, je vous le dis, et à vous battre, et à faire savoir ce que je vais vous dire. Parce que celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Or, toutes les guerres totales ont débuté par des guerres sociales. On se rappelle des années 30, enfin vous devez vous rappeler des années 30, de la crise des années 30 qui a débouché sur la Seconde Guerre mondiale. Et le régime fasciste dans notre pays qui s'appelait le régime de Vichy, parce qu'il faut appeler un système par son nom, dont les premières décisions ont été l'abolition des conquis de 1936, hein, l'interdiction des syndicats et honneur, famille, patrie à la place de liberté, égalité, fraternité. Donc ça, il faut s'en rappeler. Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé à la veille de 14. Mon grand-père a été poilu, le pauvre, blessé lors de l'attaque du chemin des Dames du boucher Nivelle en 17. Mais en 1909, exactement en 1906, vous savez, création de la CGT de 1895, 1906, 1300 grèves dans le pays. Ça ne vous est jamais enseigné. L'histoire sociale de notre pays ne vous est jamais enseignée. 1300 grèves en 1906, qui obligent le gouvernement de l'époque à prendre des décisions suite, en plus, au rapport du docteur Villermé qui a fait le tour de France pour décrire les conditions ouvrières, qui fait qu'en 1909, le ministère du Travail est créé. Et en 1910, le premier code du travail. Et en 1914, vous avez la Première Guerre mondiale, dans laquelle les généraux vont se venger des ouvriers et des paysans qui avaient osé faire grève en les envoyant à la grande boucherie dans des attaques de fous. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Alors qu'on vous a vendu l'Europe comme étant, l'Union européenne comme étant l'Europe de la paix, vous avez une guerre au cœur de l'Europe et qui commence par une guerre sociale. Avec tous les jours, je vous le dis, un discours idéologique qui consiste à vous mettre dans la tête l'idéologie de l'inévitabilité de la guerre. Comme ils avaient fait en 14, comme ils avaient fait avant. Votre génération est en train d'être massacrée par la guerre sociale et la guerre totale que certains veulent. Il faudrait que dans notre pays, avec l'histoire qu'on a, on appelle une manifestation pour la paix et les retraites. Lénine a fait la révolution au nom de la paix et du pain. Et bien aujourd'hui, c'est la paix et la retraite. Vous voyez, on n'est pas nombreux, ça me désespère, parce que c'est un cri d'alarme que je vous envoie. Ils vont faire de vous, comment on appelle ça, des soldats. Désolé. On va prendre une dernière question ou intervention. Et ensuite, Fabrice, donc si tu veux lire le texte que tu as apporté. Au contraire, de tout réexaminer calmement.
particulièrement désespérant dans la situation actuelle. Entre ça et ne pas, ne serait-ce que se battre pied à pied, parce que, effectivement, moi je pense toujours aux périodes de l'histoire si terribles qui ne sont pas si loin, et même ce qu'ont pu vivre nos ancêtres depuis la Révolution française, on peut descendre encore beaucoup plus bas. Par contre, je comprends que les gens soient atterrés parce qu'ils ont déjà été tellement écrasés par un système scolaire qui par nature est normatif, mais qu'on a tellement désorganisé aujourd'hui et sur lequel on a tellement réintroduit encore plus de concurrence, totalement inutile dans le fond, et ça a permis là aussi la privatisation avec le fleurissement des codes privés à tout part et un sentiment de dévalorisation des diplômes. En plus, les gens sont plus diplômés, pas plus qu'avant, au contraire, mais ils devraient croire que leur place n'est pas garantie dans la société. Donc, il y a des raisons d'être atterrés, mais quand on sait qu'on peut encore descendre plus bas, c'est vrai qu'il faut se battre pied à pied, parce qu'on a encore tellement à préserver, et même mieux que ça, à se préparer à vivre autre chose, parce que ça a beaucoup de sens. Et par contre, le petit espoir qu'on peut peut-être avoir aujourd'hui, que je constate un petit peu chez les jeunes, c'est que quand même, on sent qu'il y a un besoin de sens, et que c'est peut-être par ce biais-là qu'il y aura un refus du marché en partie dans le système, et que être esclave, ça apparaîtra quand même, voilà, on a peut-être le droit à une certaine qualité de vie aussi. Donc, voilà, je pense qu'il faut continuer à se battre sur les idées, il n'y a que ça, il n'y a pas d'alternative sur les idées, elles resteront quand même séduisantes, je pense, surprenantes pour ne pas être trop déçus. C'est vrai que l'annonce pour cette réunion, elle a été faite forcément tardivement, vu l'actualité, donc je pense que l'information n'a pas circulé suffisamment pour qu'il y ait plus de monde. Une bonne nouvelle, vous aurez la vidéo. On pourrait faire circuler. Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Vous savez, il est facile de démontrer que nous sommes quelque part à la fin du capitalisme en termes de système, parce qu'il est arrivé au bout de sa logique. Je ne vous dis pas qu'il va se détruire de lui tout seul. Je ne suis pas en train de faire une incantation. Pas du tout. Mais quand j'étais à l'université, j'étais rattaché en maîtrise DEA au LEST, Laboratoire d'économie et de sociologie du travail, où on travaillait déjà sur la question des nouvelles technologies. Et l'une des questions qui était déjà posée à l'époque, c'est comment introduire les nouvelles technologies, ce qu'on appelait les NTIC à l'époque, dans le cadre des entreprises, en vue qu'elles soient performantes pour la production. Savez-vous qu'aujourd'hui, les économistes parlent de la productivité introuvable pour ce qui concerne les technologies numériques? Ils n'arrivent pas à la trouver. Et ça, c'est une très bonne information, une très bonne nouvelle, parce qu'il faut renverser les choses. Le capitalisme, du fait de sa logique, de sa philosophie, de son système, est incapable de construire un système technique ultra performant qui permette de répondre aux besoins et à la production des salariés. C'est parce qu'il y a un décalage entre ce que veut imposer le capitalisme par l'intermédiaire du management, où on n'est plus qu'un opérateur de la machine, un appendice de la machine, reprenant le film Les temps modernes de Charlie Chaplin. Vous voyez, c'est la même logique, alors que le système technique en tant que tel est ultra performant en termes de potentiel. Donc le capitalisme ne peut pas gérer efficacement ces nouvelles technologies, car sa philosophie interne conduit à nous traiter toujours comme des opérateurs dépendants, des appendices de la machine, et non pas comme étant, dans le cadre de la révolution informationnelle, comme étant le cœur du système. Et c'est parce qu'on développe les qualifications, les formations, l'éducation et la maîtrise des outils qu'alors on peut optimiser les systèmes techniques. Jamais l'inverse. Jamais l'inverse. Vous voyez à quel point on retrouve avec Charlie Chaplin cette histoire actuelle. Mon texte ? Allez. Alors, je suis un peu poète sur les bords, vous ne m'en voudrez pas. C'est un texte que j'ai écrit en 2015, ça s'adresse à la jeunesse, je vous le donne. Je l'enverrai à votre collègue pour qu'il puisse se faire partager, j'espère que...
Je l'ai appelé le précariat. Tu étais fier de ce que tu faisais, de ton travail, de tes revenus, de ton entreprise et de ton patron. Tu étais alors intégré dans ce monde de la société de marché, dépensier, donc vraiment inséré. Tu aimais le management individuel, la vitesse, le clinquant, le marketing et la frime du costard. Tu travaillais beaucoup le jour et pour oublier, tu pratiquais les soirées nocturnes teintées de hache. Tu profitais des congés payés des RTT acquis de la lutte des classes pour te refaire une santé. Tu dénonçais alors les chômeurs, les précaires, les fonctionnaires et le communisme liberticide. Tu montrais du doigt les assistés, les immigrés et les autres sans-papiers. Tu incriminais les sans-logement et ceux qui dorment sur les bancs, gratuitement. Tu dénonçais aussi la solidarité, produit de la Révolution, que le patronat appelle assistanat. Tu affectais ton argent au placement financier au détriment des cotisations sociales. Tu préférais alors les assurances privées et la capitalisation à la sécurité sociale collective. Tu détournais tes yeux des souffrances du travail et celles subies au travail. Tu refusais les tracts du syndicat, ne lisant que les cours de bourse et leur hausse vertigineuse. Du seul prix de marché, tu faisais ton horizon indépassable, car there is no alternative. Tu évitais les discussions politiques et les confrontations philosophiques, car obligeant à réfléchir. Tu n'avais jamais d'opinion, car dans le fil de l'eau et au gré des vents, tu naviguais à vue. Tu as, lors de tes 55 ans, reçu un SMS, missive précise, mais plus que lapidaire. Tu apprenais que le grand patron, sous contrainte des actionnaires, te remerciait sans délai. Tu chutas alors avec pertes et fracas, et plus rien de collectif, code du travail, pour retenir ta chute. Tu vis alors comment ceux qui la veille encore te souriaient détournaient plus que leurs yeux. Tu avais beau traverser la rue, tu ne trouvais pas d'emploi, désespérément. Tu tombas alors dans le chômage, les précarités et les dettes plus qu'irremboursables. Tu écrivais des CV le jour et pour oublier, tu buvais la nuit d'une ivresse sans frontières. Ta femme, fatiguée de tes frasques, te laissa tomber et tes enfants ne voulurent plus te voir. Tu fus, toi, le blanc, obligé d'accepter des emplois mal payés, souvent monnayés au black. Tu deviens alors, à l'insu de ton plein gré, précaire de l'emploi, de la santé et du logement. Tu te mis alors à dormir sur les bancs en attendant un HLM dans ces maudits quartiers, ceux des trafics de survie, de la drogue, de la prostitution et des armes qui tuent en rafale. Tu rencontras la solidarité de la rue, du service public et des associations militantes. Tu bénéficias du RMI et du RSA, renforçant tes dépendances individuelles. Tu ne payais plus d'impôts, mais la misère te gangrénait profondément au plus profond de toi. Tu tombas gravement malade, et seul l'hôpital public put t'accueillir sur un brancard de couloir. Jamais tu ne pus te remettre de cette déchéance planifiée, et seule la mort enfin te libéra. Tu ne le sais pas, mais sur tes cendres encore incandescentes, des militants anonymes, communistes et insoumis enfin associés ont écrit « Tués par le patronat, tel est le destin du précariat ».